Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 août 2025 et notre ami Paul Craig Roberts est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Paul. Merci Nima. C'est toujours un plaisir de parler avec quelqu'un d'intelligent. Paul, je voudrais commencer par la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Nous en avons parlé auparavant en spéculant sur ce qui allait se passer et tout cela. Quelle est ta compréhension? Que s'est-il passé pendant la réunion et dans les suites de celle-ci? Vous parlez de la réunion elle-même ou de ce qui s'est passé après la réunion? Oui. La façon dont les États-Unis en parlent, la Russie a l'impression que cela a été perçu positivement par les Russes. Du point de vue des États-Unis, Donald Trump considère cela comme positif. Mais les médias traditionnels essaient de tout faire pour manipuler la situation. Quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la réunion? Eh bien, si vous parlez de la réunion qui a lancé cette discussion entre Trump et Poutine, je pense que vous et moi avions évoqué deux issues heureuses et prometteuses. La première était que Trump avait reconnu qu'un cessez-le-feu immédiat serait une erreur, ce qui a donc relâché la pression sur les négociations. Trump s'est mis d'accord avec Poutine sur le fait que l'objectif devait être de poser les bases d'une paix à long terme, plus générale. J'ai trouvé cela utile. J'ai aussi pensé que la déclaration de Poutine, qui a donné une note positive à la réunion, était porteuse d'espoir. Mais comme vous le savez, nous avions souligné qu'il existait deux obstacles majeurs à toute réconciliation entre l'Occident et la Russie. Le premier était la doctrine de l'hégémonie américaine, qui est la définition de la politique étrangère américaine selon les néoconservateurs. L'objectif principal de la politique étrangère américaine est d'empêcher l'émergence de tout pays susceptible de limiter l'unilatéralisme américain. Eh bien, il s'agit de la Russie, de la Chine, et à l'échelle régionale, de l'Iran. Ainsi, selon la doctrine actuelle de la politique étrangère américaine, la Russie, l'Iran et la Chine sont des ennemis, point final. Ils sont définis comme des ennemis. Ils constituent des obstacles à l'unilatéralisme américain. Et la doctrine de politique étrangère vise à renverser ces obstacles. Cela rend donc toute idée, tant que cette doctrine n'est pas rejetée, ce qui n'a pas été fait, impossible pour les États-Unis et leurs marionnettes occidentales de parvenir à un accord pacifique avec la Russie, un accord de sécurité mutuelle. Il faut donc s'occuper de cela avant que quoi que ce soit d'espérant puisse se produire. Et l'autre contrainte que nous avons mentionnée est l'intérêt du complexe militaro-sécuritaire, contre lequel le président Eisenhower nous avait mis en garde en 1961 et qui n'a cessé de croître de façon spectaculaire depuis cette époque. Et leur intérêt, c'est d'avoir un ennemi. Parce que s'ils n'ont pas d'ennemi, quelle est la justification pour l'énorme budget, l'énorme pouvoir, les opérations secrètes, l'absence de responsabilité des opérations clandestines de la CIA? Aucune. Ils ont donc besoin de cet ennemi. Ainsi, la perspective d'un accord de sécurité mutuelle entre la Russie et les États-Unis va à l'encontre de leurs intérêts. Alors, comment écarter une force aussi puissante et institutionnalisée? Ils sont présents dans chaque État américain, soit sous la forme d'une base militaire, soit comme fabricants d'armes. Ils tiennent donc le Congrès, ils tiennent les gouverneurs. Trump ne peut pas passer outre ces gens-là. Ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants, ils sont trop institutionnalisés. Il n'est pas là depuis assez longtemps. Le mandat d'un président est de 4 ans. Il est déjà bien avancé dans sa première année du second mandat. C'est donc la véritable contrainte maintenant. Que s'est-il passé aujourd'hui? Nous n'en savons rien. Si l'on regarde les comptes rendus de la réunion, la seule chose que l'on constate, c'est qu'une fois de plus,
La décision a été prise qu'il n'est pas dans l'intérêt des négociations de poursuivre un cessez-le-feu immédiat. Apparemment, Zelensky a accepté cela. Il n'y aura donc pas de cessez-le-feu immédiat, mais nous n'en savons pas plus. Rien d'autre n'a été communiqué, ni par Trump, ni par les personnes présentes à la réunion. Ce que nous avons entendu de la part de Witkoff concernant la première rencontre entre Poutine et Trump est très curieux. En fait, je trouve ça très inquiétant. Witkoff a dit deux choses que je ne crois pas possibles, à moins que Poutine n'ait perdu la raison. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, l'une d'elles est que Witkoff a affirmé que Poutine avait accepté un accord territorial, selon lequel il obtiendrait le Donbass, ou plutôt, il obtiendrait les zones qu'il a déjà reprises, et que l'échange de territoire commencerait aux frontières actuelles. Vous savez, il n'a toujours pas récupéré tout le Donbass, toute la République indépendante de Donetsk, et les deux zones dans le sud de l'Ukraine, il ne les a pas toutes récupérées non plus. Alors il a dit, d'accord, nous allons procéder à un échange de territoire et nous nous arrêterons aux frontières actuelles de notre offensive. Et nous sommes ouverts à envisager d'échanger les terres que nous n'avons pas reconquises contre celles que nous avons. Or, Poutine a toujours affirmé que cela inclut désormais une partie des terres déjà réintégrées à la Russie. Alors, comment Poutine peut-il dire « Je vais rendre à l'Ukraine des terres qui font déjà partie de la Russie en échange d'autres terres que j'ai conquises, en échange de la reconnaissance de l'Ukraine ». Cela n'a aucun sens. S'il fait cela, il s'effondre en tant que force capable de s'opposer à l'agression occidentale. Alors comment cela pourrait-il être vrai? Et si ce n'est pas vrai, comment Witkoff peut-il l'affirmer? Vous savez, c'est totalement contraire à la position de Poutine. Maintenant, quelle était l'autre chose qu'il a dite? L'autre chose qu'il a dite, c'est que, ah oui, Witkoff a dit que Poutine s'était rendu à la position américaine et que Poutine avait accepté la protection de l'OTAN pour l'Ukraine. Pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais la protection de l'OTAN sans l'adhésion. Donc c'est une façon de dire, d'accord Poutine, nous ne les laisserons pas entrer dans l'OTAN, mais nous allons les protéger comme s'ils y étaient. Eh bien, pourquoi Poutine accepterait-il cela? C'est faux, ce n'est pas réel. De plus, c'est extrêmement dangereux, surtout pour le président Trump, car à quoi cela revient-il? C'est exactement comme la NEMA. C'est exactement comme la garantie que Chamberlain a donnée à la Pologne contre l'Allemagne, ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi cela a-t-il déclenché la Seconde Guerre mondiale? Parce que cela a mis le doigt de la Pologne sur la gâchette. Tout ce que la Pologne avait à faire, c'était de dire à Hitler d'aller au diable. Nous n'allons pas te rendre les territoires allemands que nous possédons. Ils étaient sur le point, avant la garantie britannique, de parvenir à un accord pacifique. Eh bien maintenant, si cela passe, Trump a remis le contrôle de la situation à Zelensky. Poutine n'a plus aucun contrôle. Trump n'a plus aucun contrôle. C'est à Zelensky de décider, car il a le pouvoir d'appuyer sur la gâchette. Eh bien, c'est insensé. Je ne peux pas imaginer Trump ou Poutine être aussi totalement stupides. C'est incroyable que l'un ou l'autre puisse être aussi stupide. Alors comment se fait-il que Witkoff les décrive comme des personnes sans cerveau? Nous savons ce qui se passe. Nous savons, grâce à la garantie polonaise, ce qui se passe. Poutine perd tout contrôle, Trump perd tout contrôle. C'est insensé, Numa. C'est totalement... Alors, est-ce que quelque chose de ce que Witkoff a dit peut être vrai? Si c'est vrai, alors toute l'issue est entre les mains de Zelensky. Il peut appuyer sur la gâchette et provoquer la Troisième Guerre mondiale, tout comme les Polonais l'ont fait lorsque les idiotes britanniques leur ont donné une garantie. Voilà ce qui est si déroutant dans tout cela, Numa.
C'est vraiment incroyable. Et aussi, Numa, nous ne savons toujours pas quelle était la proposition acceptable que Poutine a dit que Witkoff lui avait remise, celle qui a poussé Poutine à accepter la rencontre avec Trump. Il n'y a aucune trace de cette proposition. Il n'en est fait aucune mention. Qu'était-ce donc? Ce n'est dans aucun accord. Donc on dirait que, vous savez, Witkoff tire les ficelles là-haut, et Poutine et Trump n'ont pas assez de discernement pour s'en rendre compte. Je ne sais pas quoi en penser d'autre. Je ne sais vraiment pas quoi en penser d'autre. Et bien sûr, le plus dangereux, c'est que la protection de l'OTAN, sans l'adhésion à l'OTAN, met le doigt de Zelensky sur la gâchette. C'est comme la garantie que les Britanniques ont donnée à la Pologne, qui a immédiatement déclenché la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, je crois avoir déjà dit, probablement lors de nos discussions, mais sinon ailleurs, que j'ai lu les livres d'A.J.P. Taylor sur la Première et la Seconde Guerre mondiale, et ce qu'il démontre de façon concluante, il n'y a aucun doute, c'est que les négociations de paix sont ce qui a provoqué la guerre. Et je pense que c'est ce que nous reconnaissons à nouveau. Je pense que c'est ce que nous voyons devant nous. C'est ce qui se passe encore une fois. Voilà mon point de vue à ce sujet. Oh, je crois vraiment que la Russie, aux yeux des Russes, souhaite un scénario à long terme pour ce qui se passe en Ukraine. Je ne sais pas, comme vous l'avez mentionné, nous ne connaissons pas les détails de ce qui s'est passé lors de la réunion, ni quelle a été la proposition de la part des États-Unis, qui semblait d'une certaine manière intéressante pour les Russes. Mais en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'Ukraine, dont parlait Maloney, quelque chose comme l'article 5 de l'OTAN, ce serait la même chose pour les Russes, à mon avis. Cela ne ferait aucune différence. À l'avenir, ils pourraient déployer des troupes sur le terrain, envoyer des armes en Ukraine, si c'était la garantie qu'ils soutiennent, car ils font cela pour Israël. Il suffit de comparer ce qui se passe, ils veulent quelque chose de similaire. Et si c'est le cas, cela aurait une influence énorme pour la Russie. Que voulez-vous dire par extrêmement influent? Extrêmement influent, car cela pourrait entraîner une nouvelle confrontation entre l'Occident et la Russie dans la partie occidentale de l'Ukraine. Regardez Donald Trump et son administration. Il leur reste 3 ans de pouvoir, puis ils partiront. Qui va garantir un règlement à long terme pour la Russie? Je pense que la Russie réfléchit à cela. Nous ne connaissons pas les détails. Mais je ne peux pas imaginer que Vladimir Poutine signe un quelconque accord sans en tenir compte. Eh bien, si ce dont vous parlez, c'est de la possibilité que Zelensky ou l'Ukraine bénéficient des avantages de l'adhésion à l'OTAN sans en être membre, cette histoire d'article 5, cela signifie que toute l'OTAN viendrait défendre l'Ukraine, même si l'Ukraine n'est pas membre. C'est donc une façon de contourner l'opposition totale de Poutine à l'adhésion de l'Ukraine. Ils vont dire « Oh, il ne sera pas membre. Nous pouvons éviter cela pour vous et pour nous, mais nous devons lui accorder la protection de l'OTAN, qu'il soit membre ou non. » Eh bien, si vous demandez comment Poutine peut accepter cela, je ne vois pas comment il le pourrait, car s'il le fait, il s'est rendu. Il a abandonné, et c'est ce que Witkoff a dit. And that's what Witkoff said. He told Jake Tapper on CNN. Il a dit à Jake Tapper sur CNN que Poutine s'était rendu à Trump. C'est ce qu'il a dit. Poutine s'est rendu à Trump. Eh bien, je n'arrive pas à croire que Poutine ait fait ça. Pourquoi l'aurait-il fait? Est-ce que les intérêts économiques en Russie préfèrent faire des affaires avec l'Occident plutôt que d'être une nation souveraine? C'est peut-être pour cela que Dmitriev, qui est le moteur des accords commerciaux, est impliqué dans les négociations sur l'Ukraine. Peut-être que ça explique pourquoi il est là. Pas Witkoff, je parle de Dmitriev.
Le général Dmitriev, je crois que c'est son nom. Peut-être qu'il est là pour vendre la Russie, pour obtenir la paix au profit des affaires au détriment de la souveraineté russe. C'est peut-être ce qui se passe, je ne sais pas. Vous savez, j'ai soulevé au début de notre discussion quel est le rôle de ce Dmitriev dans l'affaire ukrainienne. Et pourquoi dit-on qu'il est le négociateur de Poutine, alors qu'en réalité, il s'occupe des affaires du fonds d'investissement russe, peu importe comment il l'appelle. Donc peut-être que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un coup d'État silencieux au Kremlin, et que la classe intellectuelle et professionnelle occidentalisée a estimé qu'il était plus important de faire des affaires avec l'Occident et les Américains que d'être souverain. Et donc, Poutine s'effondre. C'est peut-être une explication, je ne sais pas si c'est le cas, mais au moins cela donne un certain sens à ce que nous entendons. Je pourrais continuer ainsi. C'est très déroutant. Et si Witkoff est tellement intéressé par la réussite de l'accord de paix dont il a été le messager, tous les allers-retours qu'il a eus avec la Russie, et le long moment qu'il a passé avec Poutine qui a mené à la rencontre Trump-Poutine, on pourrait penser qu'il a tout intérêt à ce que cela fonctionne. Mais ensuite, quand il se lève et dit « Eh bien, Poutine s'est rendu à Trump et il a abandonné toutes ses positions. Il est prêt à échanger des territoires. Il est prêt à ce que l'Ukraine soit protégée par l'OTAN. » Cela affaiblit Poutine dans son propre pays. Cela fait passer Poutine pour un parfait idiot, un traître. C'est exactement ce que ça fait. Ça le fait paraître ainsi. Cela signifie-t-il que les Russes occidentalisés ont triomphé des nationalistes, des souverainistes russes? Je ne sais pas, mais c'est très étrange. Vous savez, si j'étais Witkoff et que j'avais investi autant de temps et de réputation à essayer de produire la paix, je ne la compromettrais pas en allant à la télévision pour dire que Poutine s'est rendu à Trump. En quoi cela aide-t-il Poutine en Russie? Cela ne l'aide pas. Donc, si vous essayez de donner un sens à tout cela, il n'y en a pas. Rien de tout cela n'a de sens. Et la chose la moins sensée, c'est de donner à Zelensky le doigt sur la gâchette en disant « D'accord, tu as la protection de l'OTAN. Tu n'as pas besoin d'être membre pour être protégé. » Et apparemment, Poutine a accepté, selon Witkoff. Eh bien, si c'est vrai, alors la conclusion est, à quel prix, n'est-ce pas? Poutine s'est rendu, la Russie n'est plus souveraine. Si ce que dit Witkoff est vrai, la Russie n'est plus une nation souveraine, c'est un État fantoche américain. Poutine peut-il accepter cela? L'armée acceptera-t-elle tout ce que souhaite la classe intellectuelle d'affaires occidentalisée? Je veux dire, ils n'ont jamais soutenu la Russie. Donc, si on le voit comme je viens de l'expliquer, soit ça n'a absolument aucun sens, soit Poutine a accepté d'être la marionnette de Trump. Paul, il me semble qu'ils essayent d'une certaine manière de manipuler les médias traditionnels, parce que ces derniers ont tenté de les attaquer. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une manœuvre préventive de la part de l'administration Trump pour montrer à quel point Donald Trump est puissant et fort, notamment pendant la réunion. Parce que quand on regarde la photo, il fait voler 2 bombardiers au-dessus, juste pour montrer sa puissance. À mon avis, l'administration Trump a une sorte de politique pour gérer les affaires intérieures aux États-Unis. C'est pour cela qu'ils adoptent cette attitude pour y faire face. Il me semble, à cause du ton de la réunion, que lorsque l'on regarde les 2 présidents côte à côte, en train de parler et de prononcer leur discours de clôture avant de quitter la scène, on perçoit une certaine alchimie entre eux. On voit que ce n'était pas quelque chose d'étrange. On voit les liens,
on voit qu'ils se comprennent parfaitement. Je n'ai vu aucun signe d'insatisfaction sur le visage ou dans la manière dont Poutine exprimait ses derniers mots avant de quitter le podium. Qu'en avez-vous pensé? Ne croyez-vous pas que, d'une certaine manière, c'est une mise en scène de la part de l'administration Trump pour montrer quelque chose de différent de ce qui s'est réellement passé pendant la réunion? Eh bien, je suis d'accord avec vous pour dire que le spectacle de l'US Air Force était Trump sur scène pour ses partisans, pour les Américains patriotes. Trump disait à tous ces Américains patriotes, « Regardez comme nous sommes puissants. Regardez, je montre à Poutine à quel point nous sommes puissants. Il va se rendre compte qu'il doit obéir. » Donc je pense que c'était le but de tout cela. Et je pense que Poutine l'a compris. D'un autre côté, Poutine s'est levé et a quitté la réunion plus tôt. Donc, jusqu'où Poutine a accepté ou ce à quoi il a consenti, nous ne le savons pas, car les récits ne sont pas cohérents. Si Vekov a raison, je serai à Washington maintenant. Pourquoi les médias russes sont-ils si favorables à la rencontre? Eh bien ici, nous voyons l'influence des affaires russes. Ce sont tous des mondialistes. Ils savent faire des affaires en Occident. Ils ne savent pas comment faire avec les Asiatiques. Ils sont à l'aise avec les Européens. Ils ne sont pas à l'aise avec les Chinois. Ils ont tous grandi à l'époque décadente du communisme soviétique et considéraient l'Amérique et l'Europe comme des modèles de liberté et de réussite, des exemples à suivre. C'est leur état d'esprit, et la souveraineté russe n'a aucune valeur à leurs yeux. Ils n'y voient aucun intérêt réel. On ne les voit jamais, enfin on les voit, mais ils sont marginalisés. Ils sont peu nombreux, mais on ne voit pas d'intellectuels ou de chefs d'entreprise russes fiers d'être russes. Il y a donc cette contrainte qui pèse sur Poutine. Bien sûr, les intellectuels ne représentent qu'un faible pourcentage de la population. La guerre en Ukraine a fortement accru les sentiments nationalistes de la majorité de la population. Ainsi, on observe en Russie peut-être une fracture croissante entre la grande masse du peuple et la classe intellectuelle et entrepreneuriale. Si c'est le cas, c'est une contrainte. Donc, pour essayer de comprendre la situation, il faut aller bien au-delà des récits officiels. On peut les écarter, ils sont tous complètement faux, ils n'ont aucun sens. Alors, quelle est ma conclusion? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qu'ils... Nous ne pouvons pas... Je ne peux rien tirer de cohérent, compatible avec les positions précédentes de Poutine, à partir de ce qui a été dit sur ces négociations. Paul, à votre avis, qu'attendent les dirigeants européens de Donald Trump? Ils sont venus soutenir Zelensky. Ils sont venus soutenir leur façon de penser et leur politique en Ukraine. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une forme de soutien? Je ne vois pas Donald Trump discuter avec les Européens et Zelensky pour leur dire ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé pendant la réunion. Il pourra peut-être leur parler de certains échanges entre les deux présidents, mais il ne va pas leur faire un compte-rendu complet de tout ce qui a été discuté lors de la réunion. Qu'attend l'Europe des États-Unis en Ukraine? Eh bien, je pense que c'est orchestré. Je pense que Washington l'a orchestré. Ils veulent que les Européens soient là pour que les Européens puissent s'y opposer, afin qu'il ne puisse pas y avoir de règlement pour que Trump puisse se retirer. Cela sert alors de couverture pour que tout retombe entre les mains de l'Europe, et ainsi ils doivent continuer la guerre. Donc, comme je l'ai vu depuis le début, ce n'est pas Trump qui essaye de mettre fin à la guerre, mais qui transfère la responsabilité à l'Europe parce que Netanyahou veut qu'il parte en guerre contre l'Iran. Lui et sa grande gueule l'ont mis en conflit avec la Chine. Et affronter trois puissances militaires à la fois dépasse les capacités américaines. Surtout, comme on l'a souligné, l'Occident n'a plus d'armes. Nous n'avons plus d'armes.
L'Europe n'en a plus. We're out of weapons. Europe's out of them. And so they can't supply Ukraine. Et donc, ils ne peuvent pas approvisionner l'Ukraine. Et pourtant, Netanyahou veut que nous allions en guerre contre l'Iran. Et nous continuons d'envoyer des destroyers dans les eaux revendiquées par la Chine. Le dernier a été repoussé par la marine chinoise. Mais tôt ou tard, il y aura un incident. Donc je ne sais pas Nima, mais je ne serais pas surpris si ce n'était pas la classe dirigeante américaine qui orchestre une sorte d'opéra. Et voilà Trump qui fait tout. Il rencontre Poutine, il rencontre Zelensky, il rencontre les Européens, et les Européens refusent simplement de coopérer. Ils n'abandonneront pas Zelensky. Oh, si nous abandonnons Zelensky, nous serons les prochains. Après que Poutine aura dévoré l'Ukraine, il dévorera l'Allemagne et la France. Ce genre de discours, je ne pense pas qu'aucun d'eux n'y croit, mais c'est une orchestration. I don't think any of them believe it, but it's an orchestration. It's a show. And C'est une mise en scène. purpose is, Et tout l'objectif, c'est que Trump puisse s'en sortir. Oh, ils sont impossibles. Personne n'accepterait blabla, vous voyez. he's ready to go to war. Et ensuite, il est prêt à faire la guerre pour Netanyahou. Il n'y a eu aucune rupture entre Washington et Netanyahou, malgré le génocide extraordinaire, le massacre, la tuerie, la famine. Je veux dire, nous assistons à un mal absolu. Le mal absolu, c'est ce qui se passe à Gaza, et c'est soutenu par Trump. Alors pourquoi se soucierait-il que des Russes ou des Ukrainiens soient tués? And it's supported by Trump. Il ne peut pas s'en soucier. So why does he care? Il ne s'est pas soucié de ce qui arrive à Gaza. Il offre à Israël la protection diplomatique ainsi que toutes les armes et tout l'argent. He gives Israel the protection of diplomatic cover and all the weapons and all the money. And Trump could have stopped that by saying, Et Trump aurait pu empêcher cela en disant plus d'argent, plus d'armes, plus de couverture diplomatique. Je ne vais pas opposer mon veto à la prochaine résolution de l'ONU contre Netanyahou. Vous savez combien d'années l'Amérique a opposé son veto? Des centaines de résolutions de l'ONU, n'est-ce pas? Il n'a rien fait. Donc, l'idée, oh, il y a trop de morts en Ukraine, qu'est-ce que c'est? Trump s'en fiche complètement. Donc je pense que c'est une mise en scène orchestrée. Trump va partir en guerre contre l'Ukraine, contre l'Iran pour Netanyahou. Nous sommes en guerre pour Netanyahou depuis tout le XXIe siècle. Nous avons détruit 5 pays pour Israël, et l'Iran est le 6e, puis ce sera la Turquie. Iran is the 6th. And then there'll be Turkey. So, Alors le Pakistan, hein? Eh bien, Israël a une stratégie à long terme pour le Pakistan. well, you're right. You're right. Netanyahu added Pakistan Tu as raison. to the list. Pakistan is now Tu as raison. Netanyahou a ajouté le Pakistan à la liste. But the deal is that Le Pakistan fait maintenant partie du Grand Israël. Mais le problème, c'est que c'est un peu délicat. Le Pakistan, ils ont des armes nucléaires. Ils savent s'en servir. Ils savent qu'ils peuvent les lancer. Donc il faudrait organiser un coup d'État interne, ce qu'on peut faire avec de l'argent. On les achète, tout simplement. Donc tu sais, tout cela n'est que spéculation, tout ce que j'ai dit. Mais c'est une spéculation qui essaye de donner du sens à des choses qui n'en ont pas. Pourquoi Poutine abandonnerait-il sa position et accepterait-il la protection de l'OTAN pour l'Ukraine, en faisant semblant que c'est acceptable parce que l'Ukraine n'est pas membre? Et pourquoi accepterait-il des transferts de territoire, ce qui signifie qu'il devrait rendre à l'Ukraine des terres qui font actuellement partie de la Fédération de Russie? land that is currently part of the Russian Federation. Well, if he does this, he's going to demoralize. Eh bien, s'il fait cela, il va démoraliser les armées russes. Il pourrait démoraliser tous les Russes qui ont perdu des membres de leur famille en se battant pour cette terre. Il va se mettre à dos les nationalistes russes. Pour rester au pouvoir, il devra devenir un dictateur et commencer à opprimer les nationalistes russes. Eh bien, je ne pense pas que la classe intellectuelle et la classe des affaires en Russie soient si fortes, donc je ne le pense pas. Donc, sur ce point, je doute que ce que dit Paul Craig Roberts soit vrai. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et je ne vois pas en quoi cela aide le processus de paix que Paul Craig Roberts proclame que Poutine s'est rendu à Trump.
Je veux dire, cela tue le processus de paix. Donc vous savez, certains sont occupés à lire entre les lignes et tout ça. Some people are busy reading the tea leaves. Paul, je pense que cela devrait être d'une certaine manière logique. Nous savons que depuis plus de 3 ans, les médias traditionnels, les dirigeants européens et les dirigeants aux États-Unis et en Europe affirment que la Russie veut englober toute l'Ukraine et marcher vers l'Europe. Supposons donc, avec ces 2 hypothèses de leur part, que la Russie dise « Vous voulez une garantie de sécurité. Je n'attaquerai pas l'Europe. Je vais vous donner une garantie. Je n'attaquerai pas l'Europe. Je ne vais pas non plus englober toute l'Ukraine, seulement la partie occidentale de l'Ukraine. » Alors, que voulez-vous de plus? Vous êtes parvenu à un accord. Et il se peut que, après tout, je pense que la Russie doit d'une certaine manière revenir sur la rhétorique qu'elle a eue pendant la guerre. Qu'attend-il d'autre de la Russie? La neutralité de l'Ukraine serait l'une de ces choses. Alors, que veut encore Trump? Que veut l'Europe, selon vous? Ils ont obtenu tout ce dont ils faisaient peur. Tout ce discours alarmiste, selon lequel la Russie voulait conquérir l'Europe, conquérir la partie occidentale de l'Ukraine, toute l'Ukraine. Donc la Russie peut garantir cela. Vous voyez, Trump est président dans un pays dont la doctrine de politique étrangère affirme que l'objectif de la politique étrangère américaine est d'empêcher l'émergence de tout pays pouvant constituer une contrainte à l'unilatéralisme américain. Qui cela concerne-t-il? La Russie, la Chine et à l'échelle régionale, l'Iran. Tant que cette doctrine existe, il ne peut pas y avoir de paix avec la Russie. La paix est rendue impossible par la doctrine. Il faut les surpasser. Personne n'a rejeté cette doctrine. Elle n'est même pas débattue. Je suis le seul à continuer d'en parler. Il n'y a personne dans la communauté de la politique étrangère qui se demande « Mais enfin, comment pouvons-nous avoir la paix avec les Russes ?» alors que nous avons cette doctrine qui exige de les surpasser et non de faire la paix avec eux. Donc, Trump se trouve dans une situation où il a une doctrine de politique étrangère qui dit qu'il n'y a aucun moyen de faire la paix avec la Russie. Et puis, il y a les intérêts du complexe militaro-sécuritaire américain. Leurs profits, leur budget, leur pouvoir dépendent de l'ennemi russe. Allez-vous leur retirer leur ennemi? Que se passe-t-il? Leurs ventes chutent, leurs profits diminuent, leur pouvoir et leur influence au Congrès s'effondrent. Vont-ils rester là à dire « Oh, allez-y, détruisez-nous » ? Non, ils ne le feront pas. Ils vont stopper le processus. Personne n'en parle, personne ne le reconnaît. C'est toujours « Oh, tout va être merveilleux ». Si vous lisez les commentaires des analystes russes, ces gens n'ont aucun sens. Ils n'ont aucune idée de ce à quoi ils sont confrontés. Oh, tout est fini maintenant, nous sommes en sécurité. Il y avait toute une série sur l'une des chaînes russes anglophones, RT ou Sputnik, avec ses commentateurs russes, tous leurs espoirs et explications. C'est insensé. C'est absolument insensé. Les Russes donnent l'impression d'être des cibles faciles. C'est ce que ça donne à voir. Et les néoconservateurs ont-ils disparu? Ils dirigent tous les journaux conservateurs, tous les think tanks conservateurs, toutes les fondations conservatrices. Ils occupaient toutes sortes de postes importants en politique étrangère. Ce sont leurs voix qu'on entend. Et le complexe militaro-sécuritaire, a-t-il disparu? Toutes les bases militaires dans les 50 États et toutes les usines d'armement dans les 50 États ont-elles disparu? Non, c'est toujours le cas. Ils exercent une influence puissante sur les membres du Congrès et les sénateurs de ces États, sur les gouverneurs. C'est Trump. Est-ce que Trump peut simplement passer outre ces gens? Et les Russes, ils sont pas au courant de ça? Ils sont tellement incompétents qu'ils ne s'en rendent pas compte?
Et la paix va sortir de tout ça? Franchement, Nima, vraiment, c'est absurde. Tout cela est absurde. Comment Trump pourrait-il vouloir la paix alors que les néoconservateurs n'en veulent pas, que le complexe militaro-sécuritaire n'en veut pas? C'est une sorte de spectacle, ça ne peut être que ça. Et le vrai mystère, c'est qu'est-ce que Witkoff manigance? Qui sert-il? Et que fait ce Kirill Dmitriev? Qui sert-il? Ce sont ces personnes qui méritent d'être examinées de près. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Tu sais, le principal conseiller de Poutine, comme on l'appelle, Gerald Demetrius. Advisor, as he's called, Kirill Dmitriev. This guy's a member of the American establishment. Ce type fait partie de l'establishment américain. Il est diplômé de l'université de Stanford, de la Harvard Business School. Il a commencé sa carrière chez Goldman Sachs et il représenterait la Russie. Ce n'est pas possible. Il est un jeune leader au Forum économique mondial et il représenterait Poutine. Franchement, c'est absurde. J'ai dit plusieurs fois que j'ai fini de relire 2 fois l'histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale par A.J.P. Taylor. Tous ceux qui participaient aux négociations de paix, tout ce que ces négociations produisaient, c'était la guerre, parce que tous les participants étaient contraints par leurs électeurs. Ils ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions. Ils voulaient prendre de bonnes décisions. Ils ne voulaient pas la guerre, mais ils ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions à cause de toutes les contraintes qui pesaient sur eux. Et donc, de mauvaises décisions s'ajoutaient à d'autres mauvaises décisions, des erreurs sur des erreurs, et le résultat, c'était la guerre. C'est exactement ce qui va se passer. That's exactly what's going to happen. Oui. Paul, je pense que la situation en Azerbaïdjan et en Arménie est bien plus importante que ce dont nous parlons et ce que nous avons vu jusqu'à présent. Est-ce que tu as l'impression, c'est assez incroyable pour moi, que Donald Trump, qui parle de retirer les troupes d'Europe, de Syrie et d'une certaine manière aussi d'Irak, s'intéresse à cette région, à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie? C'est assez surprenant. Penses-tu que les Britanniques l'entraînent dans cette région ou s'agit-il d'une sorte de politique? No, it's the American doctrine of American hegemony. C'est la doctrine américaine de l'hégémonie américaine qui nous a menés là. Les néoconservateurs nous ont placés dans le Caucase du Sud, perturbant la route de la soie chinoise, occupant les frontières nord de l'Iran et corrompant 2 anciennes provinces de l'Union soviétique. Vous voyez, toute la question autour de Poutine, ce que Poutine devrait dire lors de sa rencontre avec Trump, c'est « Qu'est-ce que vous faites dans notre Caucase du Sud? Si vous voulez la paix en Ukraine, pourquoi êtes-vous dans le Caucase du Sud? C'est tout aussi important pour nous, sinon plus. Et où sont les Chinois? Pourquoi les Chinois ne sont pas là? Si Zelensky peut amener tous ses alliés européens à la réunion, pourquoi Poutine ne peut-il pas amener les Chinois? Que disent les Chinois? Que faites-vous à occuper une partie de notre route de la soie? What does the Chinese say? What are you doing occupying part of our Silk Road? Now, when China and Russia Maintenant, lorsque la Chine, la Russie et l'Iran ne mentionnent même pas leurs intérêts vitaux menacés dans le Caucase du Sud, cela montre qu'ils n'ont tout simplement aucun leadership. Ils sont complètement aveugles. Ils ne savent pas ce qui leur arrive. Le fait que cela ne soit pas un sujet majeur prouve que les Chinois, les Russes et les Iraniens font l'autruche. Bien sûr, une explication possible à tout cela, c'est que Poutine le sait, les Chinois le savent, les Iraniens le savent, et qu'ils jouent la montre pour gagner du temps pendant qu'ils accumulent une telle puissance qu'ils pourront simplement anéantir l'Occident. C'est une explication possible. Parce qu'il est difficile de croire que les dirigeants chinois, russes et iraniens soient à ce point aveugles et incompétents. Alors peut-être qu'ils se sont dit, d'accord, ils nous ont clairement fait comprendre que nous sommes des cibles et nous ne pouvons plus faire semblant de ne pas l'être. Alors préparons-nous et éliminons-les. Soyons conciliants, allons dans leur sens, cédons ici
cédons-la, gardons-les dans l'incertitude, préparons-nous, et ensuite nous les anéantirons. C'est une autre explication. Mais voyez-vous ce qui laisse penser que quelque chose de ce genre se prépare? C'est que, tout à coup, d'où vient toute cette bonne volonté? Toute cette bonne volonté que nous sommes censés observer avec Trump rencontrant Poutine. D'où vient-elle? Soudain, il est là. D'où vient-il? Il n'y a jamais eu de bonne volonté. Poutine essaye d'obtenir un accord de sécurité mutuelle avec l'Occident depuis des années. Lui et Lavrov ont supplié l'administration Biden pratiquement à genoux, en suppliant. Ils ont supplié l'UMLOEB, ils ont supplié l'OTAN, et ils n'ont reçu que fin de non-recevoir total et absolu. They beg NATO, and they got a complete, total cold shoulder. Where does this goodwill all of a sudden come from? D'où vient tout à coup cette bonne volonté dans laquelle nous serions maintenant impliqués? Toute cette bonne volonté. Oh, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a produite? D'où vient-elle? Trump change d'avis sur quelque chose. Quelque chose que Witkoff a dit a semblé être une proposition acceptable pour Poutine. Qu'était-ce? Personne ne nous l'a dit. Nous ne savons pas ce que c'est. Il n'y en a aucune trace dans l'accord jusqu'à présent. Le seul signe, ce sont les concessions de Poutine, pas la proposition de Trump qui aurait été acceptable pour Poutine. Le seul signe, selon Witkoff, c'est que Poutine a capitulé. Il accepte la protection de l'OTAN pour l'Ukraine. Il accepte un échange de territoire, ce qui signifie céder un territoire russe. Qu'est-ce qui produit la bonne volonté? D'où vient-elle? De nulle part. Donc vous voyez, soit nous assistons aux derniers instants de la stupidité totale de la race humaine, avant que nous ne disparaissions tout simplement, soit nous assistons à un spectacle orchestré. Or we're watching an orchestrated show. Je suis totalement d'accord avec toi, Paul. Je ne sais pas lequel c'est, Nima, mais c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est la seconde option, à mon avis. Tout cela n'est qu'un théâtre. Il joue avec nous tous, mais voyons ce qui va se passer. Une partie de moi est totalement d'accord avec toi, Paul, que d'une certaine manière, quand on regarde le comportement des gouvernements en Russie, en Iran et en Chine, cela semble tellement naïf la façon dont ils gèrent ces questions importantes. Si tu le perds, tu le perds. Tu peux pas revenir en arrière. Fais quelque chose de différent. C'est pourquoi je ne comprends pas vraiment l'attitude qu'ils ont. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure as always. Okay, Nemo. I thank you and D'accord, Nima. Je vous remercie et j'apprécie vos questions. Je pense que, à moins que les gens ne prennent conscience de ce qui se passe, nous ne serons plus là très longtemps. get real about what's going on. We're not going to be here much longer. Exactly. Exactement. À bientôt, Paul. Ce fut un grand plaisir. Great pleasure. Utel of Wormwood. Well, Je te l'audio. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Au revoir.